Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux avec professeur Pierre-Alexis Geoffroy et docteur Julien Coelho de vous accueillir sur ce webinaire de l'AFPBN organisé avec la section SOPSI de l'AFPBN. SOPSI, c'est la section sur le sommeil et la psychiatrie, puisqu'on pense que la dimension sommeil est une dimension fondamentale pour la santé mentale et physique des patients avec un trouble psychiatrique. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Éveillez-vous, réveillez-vous. En 93, Terry Young avait publié dans le New England Journal of Medicine un article fameux dont l'édito fait par Elliot Phillipson disait « Il est temps que la nation se réveille et prenne conscience de l'impact stupéfiant des troubles du sommeil sur la santé et le bien-être de notre société, un impact qui rivalise avec celui du tabagisme. » Donc c'était dans les années 90. Cet impact du sommeil sur la santé en particulier et le risque cardiovasculaire avait été mis en avant. Et dans les années 2000-2010, et désormais, il s'agit de se réveiller en psychiatrie pour faire du sommeil une grande cause de santé mentale. C'est pour cela qu'on vous propose ce webinaire qui va commencer avec une intervention de Dr Julien Coelho, qui est médecin du sommeil, mais également médecin de santé publique, qui va nous permettre d'avoir une vision populationnelle des enjeux du sommeil et de la somnolence en psychiatrie. Ensuite, avec Pierre-Alexis Geoffroy, nous verrons les nouvelles innovations pharmacologiques qu'il peut y avoir en psychiatrie sur les cibles de l'éveil, à la fois pour augmenter l'éveil et diminuer l'éveil. Ce webinaire a été fait avec le partenariat de Bioprojet et Idorsia, deux laboratoires qui travaillent notamment sur des molécules qui ciblent l'éveil. Vous pouvez devenir membre de la FPBN en vous connectant sur le site de la FPBN et l'attestation de présence au webinaire sont délivrées aux membres de la FPBN. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet sur le côté de votre tablette pour pouvoir poser des questions avec les intervenants qui vont communiquer. Donc tout de suite, je laisse la parole à Julien Coelho, donc médecin du sommeil, qui va nous parler du sommeil et de la somnolence, les enjeux de santé publique et en psychiatrie. Merci beaucoup, Julien. Oui, merci Jean-Arthur. Alors, je vais donc vous parler de la somnolence comme un enjeu de santé publique qui est également présent en psychiatrie. Donc, l'objectif de ma présentation sur 15 minutes, c'est de vous parler un peu de comment caractériser la somnolence et le risque accidentel qui est le principal retentissement en termes de fonctionnement de la somnolence, de connaître les principales causes comportementales. Donc, moi, je vais plutôt vous parler de comportement sommeil plutôt que de troubles du sommeil et comment on peut traiter, prendre en charge ces causes comportementales. Et puis après, j'aborderai un peu le cadre médico-légal de la somnolence et vous proposer une façon de s'en servir en consultation. Donc, pour caractériser la somnolence diurne excessive et le risque accidentel, déjà, il faut essayer de bien comprendre ce que c'est que la somnolence. La somnolence, c'est cette propension augmentée à l'endormissement dans des situations où on souhaiterait rester éveillé. Et classiquement, on la mesure en utilisant cette échelle qui est très connue, qui s'appelle l'échelle d'Epworth, qui consiste en 8 items qui parlent de 8 situations différentes, assis en train de lire, en train de regarder la télévision et qui demandent de coter de 0, 1, 2, 3, aucune chance de somnoler, à forte chance de somnoler. Et ainsi, on peut identifier des gens qui sont, peu importe la situation, très somnolents ou au contraire cibler certaines situations où ils sont particulièrement somnolents. C'est donc une approche situationnelle de la somnolence. Mais plus récemment, on s'est orienté vers une nouvelle approche de la somnolence. Par exemple, ce serait une approche dimensionnelle. Ce serait comment se représente cette somnolence. Donc, par exemple, ça peut être l'inertie du sommeil. Ici, sur ce diaporama, on voit effectivement la difficulté que peuvent avoir certaines personnes à interrompre le sommeil, à sortir du lit, à se lever le matin. Et il y a d'autres façons d'être somnolent. Il y a aussi l'allongement du temps de sommeil, des personnes qui peuvent rapporter avoir des temps de sommeil très allongés. Et enfin, des gens qui finalement n'ont pas forcément de difficulté à interrompre le sommeil, n'ont pas un temps de sommeil allongé, mais qui vont être dans cet état un petit peu de brouillard toute la journée, de somnolence diurne excessive. Et donc, c'est cette nouvelle approche dimensionnelle et non plus situationnelle qui a permis l'avènement de nouvelles échelles de mesure de la somnolence, comme l'échelle HSI, qui interroge donc le fait de dormir trop longtemps, d'avoir des difficultés à se réveiller le matin, d'être somnolent au cours de la journée. Et cette approche permet de s'intéresser à différents profils de personnes somnolentes. Donc, on pense que dans certaines maladies, par exemple l'hypersomnie, il va y avoir davantage d'inertie du sommeil ou d'allongement du temps de sommeil et que dans d'autres maladies, ça va prendre une autre forme. Pour caractériser, pour objectiver cette somnolence, on va utiliser des tests électrophysiologiques, dont le test itératif de latence d'endormissement. Si vous ne le connaissez pas, c'est un test qui consiste en 5 sessions où on propose 20 minutes aux patients
de ne pas lutter contre le sommeil dans un environnement calme. Il est allongé dans une pièce qui est sombre, qui est propice à l'endormissement. Et s'il s'endort, on va le laisser 15 minutes de sommeil pour voir dans quel stade de sommeil il va s'endormir. Donc ça permet d'apprécier sa somnolence objective tout au long de la journée, et on fait la moyenne des 5 tests pour obtenir un résultat, une quantification de sa somnolence. Ça, c'est pour ce qui est de la somnolence, mais maintenant, je vais vous parler un peu plus des conséquences de la somnolence. La principale conséquence de la somnolence à court terme, c'est le risque accidentel. Donc, la somnolence et donc la somnolence au volant, elle augmente le risque accidentel automobile par passage de ligne, déviation de trajectoire, et c'est au final la première cause de mortalité sur autoroute. Ça concerne 30% des accidents mortels sur autoroute et 10 à 20% des autres accidents. Là, il y a une petite vidéo qui va vous montrer une personne dans un simulateur. This is a demonstration of Flip for Mac. Ça se passe plutôt bien. Et là, vous allez voir que somnolente, c'est très différent. Donc là, il y a un rattrapage très tardif. Et après, vous allez voir, c'est carrément un franc endormissement. This is a demonstration of Flip for Mac. Voilà, donc là, vous avez un peu eu, ça permet de se mettre en tête ce que ça peut représenter, de la somnolence au mauvais moment, au mauvais endroit. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas si je peux reprendre la main sur le diapo, du coup. Voilà, merci. Donc, ce qui est problématique avec cette somnolence au volant, c'est qu'on peut pas toujours bien anticiper. Là, c'est toujours sur un simulateur qui quantifie des incidents majeurs ou des incidents mineurs de conduite, hein, et cette échelle d'auto-évaluation de la somnolence. Alors, ce qu'on se rend compte et ce qui est appréciable, c'est que plus les gens se qualifient de somnolents et plus il va y avoir de problèmes de conduite. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est qu'en fait, même quand les gens ils se classent en 4 ou en 5, donc c'est-à-dire qu'ils se sentent plutôt alertes ou alors ni alerte ni somnolent, il va y avoir déjà des accidents, enfin des incidents majeurs de la circulation, donc des franchissements de ligne, etc. Donc en fait, oui, probablement que quand on se sent somnolent, c'est qu'on est dans une situation où on ferait mieux de s'arrêter. Mais parfois, même quand on ne le sent pas complètement ou que on se sent juste moyen, on peut déjà avoir un retentissement sur la conduite automobile. Donc, probablement que l'anticipation, elle est trop tardive. Malgré tout, quand on fait des études épidémiologiques et qu'on regarde la population qui rapporte avoir de la somnolence au volant, et le risque accidentel est largement majoré. Donc, on a des odds ratios qui peuvent être très élevés. En moyenne, là, dans une méta-analyse, c'était un risque qui était augmenté fois 2,5 de risque accidentel quand on rapporte de la somnolence au volant. Pour caractériser le risque accidentel, il faut prendre en compte la somnolence et la somnolence au volant. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est le niveau d'exposition. Est-ce qu'ils vont faire des trajets longs? Est-ce qu'ils vont faire des trajets la nuit? Est-ce que finalement ils ont déjà eu un retentissement en termes d'accident ou de presque accident? Est-ce qu'ils perçoivent le danger que ça représente et est-ce qu'ils mettent en place des contre-mesures de tout ça? Et après, il y a d'autres phénomènes qui peuvent intervenir. C'est par exemple le chronotype. Quelqu'un du soir aura peut-être davantage de difficultés à conduire le matin. Quelqu'un du matin aura davantage de problèmes à conduire le soir. Et puis, effectivement, d'autres choses qui peuvent perturber, augmenter ou diminuer le risque accidentel en fonction de différentes situations. Nous, dans l'équipe, le professeur Philippe, avec qui on travaille, qui a beaucoup travaillé sur le risque accidentel lié à la somnolence, a proposé en 2023 cette échelle, la BOSS, avec laquelle on a participé avec Jean-Arthur, et qui compose 4 items. Un item issu de l'échelle des Powers, un item qui est le genre, le niveau d'exposition, et qui en fait prédit mieux. Donc là, le niveau de prédiction est perfectible, mais prédit mieux que les Powers le risque accidentel. Et donc cette échelle peut représenter un premier outil d'évaluation, non pas de la somnolence, mais du risque accidentel lié à la somnolence. Et le test électrophysiologique en regard de ce risque accidentel lié à la somnolence, ce serait plutôt le test de maintien de l'éveil, qui est un peu l'inverse du test itératif de latence d'endormissement. Cette fois-ci, on va proposer 4 sessions de 40 minutes où on demande aux gens de lutter efficacement contre le sommeil, sans se stimuler par des moyens autres. Et donc, on fait la moyenne de ces 4 latences. Et quand les personnes ne sont pas capables de lutter efficacement contre leur sommeil, probablement que leur risque accidentel est majoré en lien avec leur somnolence.
Un élément qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait, finalement, on demandait à l'issue de ces tests si les gens pensaient s'être endormis ou non, et les gens qui faisaient des erreurs de jugement, donc qui se trompaient en pensant s'être endormis alors qu'en fait c'était pas le cas, ou au contraire qui pensaient avoir lutté efficacement mais qui en fait s'étaient endormis, les erreurs de jugement étaient associées au fait d'avoir un risque accidentel majoré. Donc en fait, c'est ce qu'on disait un peu dans la première diapositive, le niveau de conscience, le niveau de perception de la somnolence est un élément important. Ensuite, les principales causes comportementales qui peuvent alimenter comme ça le risque accidentel, la somnolence et donc le risque accidentel lié à la somnolence. Moi, je ne vais pas vous parler du coup des troubles du sommeil, des syndromes d'apnée obstructive du sommeil, la dépression, la narcolepsie sont autant de maladies qui peuvent favoriser de la somnolence. Moi, je vais vous parler des comportements de sommeil, donc c'est ces autres facteurs qui peuvent engendrer de la somnolence, la privation de sommeil, le jet lag social ou encore le travail de nuit. Donc cette diapo, c'est juste pour vous représenter qu'on est tous plus ou moins des courts ou des longs dormeurs. Il y a des donc c'est vraiment un article pas scientifique qui s'est intéressé à publier les horaires de sommeil d'illustres personnages. Tout ça pour dire que on n'est pas tous égaux face à la quantité de sommeil qu'on a besoin, mais en tout cas, quand on se prive de sommeil, quand on diminue en dessous d'une certaine durée, probablement que ça peut avoir un retentissement sur la qualité de notre réveil. Cette info était tirée d'une enquête représentative en France menée fin 2023 et montrait que 25% des gens rapportaient une durée de sommeil inférieure à 6 heures en semaine, donc largement en dessous des recommandations américaines qui disent qu'un adulte moyen devrait dormir en moyenne entre 7 et 9 heures, ou en tout cas entre 6 et 10 heures. Donc un quart de la population qui n'arrive pas à respecter cette recommandation sur sa semaine. L'impact a été montré dans plusieurs études. Ici, c'était une étude expérimentale qui faisait des privations totales de sommeil. Et donc, on voyait donc sur le graphique en haut à gauche, c'est le nombre d'écarts lors de la conduite. Et on voit en pointillé les lignes des gens qui sont reposés, où il y en a très très peu. Et finalement, sur les lignes qui sont en trait plein, chez les jeunes et chez les personnes âgées, il y a une large augmentation des franchissements de lignes après la privation. C'est ce qu'on voit aussi sur les incidences cumulées d'événements de conduite, où on voit que quand il n'y a pas de privation de sommeil, il n'y a quasiment pas d'événements ou pas d'événements. Et dès qu'il y a de la privation de sommeil chez les personnes âgées et chez les jeunes, il y a une augmentation des événements de conduite. Ensuite, deuxième cause, ce serait le jet lag social. Donc cette diapo, elle vous remonte quelqu'un qui a du mal à se réveiller le matin, qui va avoir une inertie du sommeil et qui finalement le soir va avoir une ensemble d'endormissement. Et ça peut être lié à une altération de la physiologie du sommeil, donc quelqu'un qui va avoir un retard de phase, une période de sommeil qui est trop longue, ou alors simplement un mauvais alignement entre son horloge biologique interne et son rythme social, donc quelqu'un qui aurait tendance à être du soir et qui finalement va avoir un travail le matin, va être dans cette situation de jet lag, il va être tout le temps en décalage par rapport à ses horaires attendus, et ça peut générer de la somnolence, surtout de la somnolence le matin. Donc c'est comme ça qu'on représente le jet lag social, c'est cet écart entre les horaires contraints et les horaires non contraints. On voit donc des agendas de sommeil de quelqu'un qui alterne son temps entre sa semaine et son week-end, et ça représentait 17% des personnes qui avaient plus de 2 heures de décalage entre leurs horaires la semaine et les horaires le week-end. C'était fait avant le Covid-19, et on sait que depuis le Covid-19, il y a eu un peu moins de jet lag social, notamment en lien avec la démocratisation du télétravail qui a permis de diminuer un peu ça, mais ça reste un phénomène de société assez important. Pourquoi on pense qu'on dort moins bien? Alors, pris à l'extrême, on voit que notre sommeil il est régulé par 2 processus, circadien et homéostatique, que le processus circadien nous dit de dormir la nuit et d'être réveillé pendant la journée. Le processus homéostatique nous dit de dormir quand ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi. Donc, ces 2 processus sont classiquement en phase quand on est régulier, quand on dort la nuit, et quand on se décale, quand on est irrégulier, on va avoir une superposition de ces cycles. Si par exemple, poussé à l'extrême, on allait se mettre au lit à 8 heures du matin après une privation, le processus circadien nous dit d'être réveillé, le processus homéostatique nous dit de s'endormir, et donc ces 2 processus sont désynchronisés, rentrent en compétition, et ça peut perturber le sommeil, et ça peut générer de la somnolence. Pour réguler ces problèmes de décalage, on utilise de la chronothérapie qui se base sur de la mélatonine, qui est une molécule qu'on peut prendre le soir, et de la luminothérapie le matin. Ces 2 traitements ensemble peuvent permettre d'avancer la phase, donc de limiter l'impact d'un retard de phase. Et si jamais on a besoin d'aller dans le sens inverse, on inversera les prises en charge, c'est-à-dire qu'on mettra de la lumière le soir. Ensuite, l'impact du travail de nuit. Donc ça, c'était un travail qui montrait simplement des accidents de conduite. Donc c'est des franchissements de ligne et des freinages d'urgence entre des infirmiers qui travaillaient de nuit ou de jour. Et il y avait évidemment plus de problèmes de conduite chez les infirmiers qui travaillaient de nuit, en lien avec ce décalage entre leurs horaires biologiques, leur horloge biologique et leurs horaires contraints.
Au final, les recommandations sont les recommandations de la population générale. Hein. Idéalement, pour limiter la somnolence comportementale, il faut maintenir des horaires de lever et de coucher réguliers, respecter ses rythmes et ses besoins de sommeil en fonction de son besoin en termes de quantité, et puis respecter tout ce qui peut avoir un impact sur la qualité de son sommeil et de son éveil, donc de s'exposer à la lumière, de modérer la consommation d'excitants, etc. En plus, j'ai vu cette étude que je trouvais assez intéressante sur les micro-facteurs qui peuvent donner de la prédire la somnolence au volant quand on y est. Donc, c'est des petits facteurs qui peuvent s'auto-évaluer à la conduite automobile et qui peuvent nous aider à améliorer notre conscience de notre somnolence au volant. Donc, par exemple, c'est uniquement lié à la conduite. Et si jamais je roule avec la bonne vitesse au milieu de la route, probablement que je suis un peu moins somnolent. Si jamais j'arrive à me concentrer et que je réponds assez vite aux besoins, finalement, je vais avoir une attention qui est soutenue et donc probablement moins de somnolence, etc. Et finalement, si j'ai la vision qui se brouille, que j'ai du mal à maintenir les yeux, c'est vraiment que je suis en train de commencer à m'endormir, etc. Donc tout ça, ce sont peut-être la liste des signaux qu'il faut avoir en tête quand on conduit et qu'on a peur d'être somnolent au volant. C'est peut-être ces 8 symptômes qu'il faut essayer de s'auto-mesurer et surtout, si jamais on a un de ces symptômes, de s'arrêter le plus rapidement possible. Finalement, je vous présente le cadre médico-légal, mais je vais passer assez vite là-dessus. C'est un travail qui est finalement pourrait faire office d'une présentation à lui tout seul, mais je vais essayer de vous donner un peu juste les éléments clés. Donc, la somnolence au volant fait partie de la liste des affections qui remettent en cause, ou en tout cas la délivrance, le maintien ou le renouvellement du permis de conduire, parmi d'autres affections comme l'épilepsie, etc. Et le distingue deux groupes de patients, donc les patients qui vont avoir un permis lourd ou un permis léger, sachant qu'on est dans le groupe de lourd quand on a un permis professionnel et qu'on transporte des personnes. Donc ça inclut taxi, ambulance, transport public et les moniteurs d'auto-école. Donc ça, c'est juste pour vous allez voir, les règles sont un peu différentes en fonction de ces deux types de permis. Et ce que dit cet arrêté, c'est que la somnolence excessive d'origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène, elle induit une incompatibilité tant que persiste la somnolence, et qu'une fois que la somnolence est corrigée, on peut avoir une compatibilité de 3 ans maximum. Donc il parle d'emblée du syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui est très pourvoyeur de somnolence, mais on a vu qu'il y a des somnolences d'origine comportementale et théoriquement, une somnolence d'origine comportementale, il faudrait prévenir le patient du cadre médico-légal et de la nécessité de se prendre auprès d'un médecin agréé par la préfecture pour évaluer son aptitude ou inaptitude au permis de conduire. Sachant que, bon, quand on parle de comportement, c'est quand même des éléments sur lesquels on peut avoir une action, on va dire en autonomie ou avec les bonnes recommandations d'hygiène de sommeil, etc. Mais parfois, c'est vraiment des environnements qui sont contraints et dans ces cas-là, ça peut être très compliqué d'intervenir dessus. On avait fait cette diapositive synthétique justement pour représenter un peu la place du médecin du sommeil, mais ça peut être le médecin psychiatre au moment où il a pris connaissance de la présence d'une somnolence et d'un risque accidentel lié à la somnolence. Il doit mettre dans son courrier qu'il a perçu cette somnolence qui peut majorer le risque accidentel. Et ce courrier doit permettre normalement au patient de se rendre auprès du médecin agréé et de son médecin du service de santé au travail s'il a de la conduite dans le cadre professionnel pour justement qu'ils énoncent un avis favorable ou défavorable sur son permis de conduire et une aptitude ou inaptitude à son poste. Ensuite, le médecin du sommeil ou le psychiatre doit s'atteler à essayer de traiter cette somnolence et quand il aura réussi à la traiter, il peut à nouveau notifier dans son courrier qu'il y a eu une amélioration et que finalement la somnolence diurne excessive n'est plus présente. Et dans ces cas-là, il va à nouveau donner un courrier au patient pour qu'il puisse se rendre auprès de la commission donc du médecin agréé et ou de son médecin de service de santé au travail pour faire valider son permis de conduire et son poste. Et donc, on voit que cette compatibilité, elle diffère entre les permis lourds et les permis légers. Au final, la somnolence diurne excessive, c'est un symptôme qui est fréquent et qui est un facteur important de risque accidentel. Pour caractériser ce risque, on peut utiliser plein de paramètres et donc faire un avis d'expert ou se reposer sur des questionnaires ou des tests objectifs. Et ça peut être la conséquence de troubles du sommeil, mais également d'un mauvais comportement de sommeil, comme la privation, le jet lag ou le travail de nuit. Je vous remercie pour votre attention et on pourra discuter de tout ça. Je vais essayer de répondre à vos questions dans l'intervalle. Merci beaucoup, Julien. Alors, on a un certain nombre de questions en ligne.
Non, je ne vois pas de questions. T'en vois, toi, Jean-Arthur? Alors, on est désolé, il y a eu peut-être des problèmes de son et de réactivation de la session de questions. Si des questions se sont perdues, n'hésitez pas à reposer vos questions dessus. Euh, donc, le message important, Julien, c'est de pouvoir agir sur les comportements de santé du sommeil également. T'es encore là? Me revoilà. Et pour toi, quels seraient les conseils les plus importants à donner du coup pour les comportements de sommeil avant, donc on se situe avant les maladies pour améliorer l'éveil des patients? Bah, je trouve que la plaquette de l'INSV, elle est plutôt bien faite sur respecter ses rythmes et ses besoins. Ça permet de dépasser un peu cette recommandation 7 à 9 heures. Et après, la régularité, on voit que c'est de plus en plus un facteur qui est super important, qui a été un peu mis de côté, on va dire, pendant plusieurs années. Mais là, depuis une dizaine d'années, on se rend compte que c'est vraiment un élément central. Donc, essayer d'avoir la régularité, même si on sait que ça va à l'encontre de tous nos comportements naturels, sociaux, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser une bonne qualité du sommeil et l'éveil. Et après, au-delà de ça, il y a tout ce qui peut être lié à des conduites d'hygiène classiques, on va dire. Mais je pense que le plus important, c'est sur les comportements. Donc, vraiment avoir une bonne quantité, régularité. Et bon, la temporalité, ça va un peu avec tout ça. Mais effectivement, on pense qu'un sommeil la nuit et d'être réveillé la journée, c'est ce qui est le problème à un sommeil de qualité. Je pense que et puis le message aussi pratique parce que dire effectivement respecter le besoin de sommeil c'est important mais parfois les gens ne savent pas exactement quel est son temps habituel de sommeil puisque c'est appelé comme ça dans la littérature scientifique et c'est un terme important. En général, on évalue son temps habituel de sommeil, son besoin de sommeil après 1 à 15 jours de vacances minimum, puisqu'il y a un temps de récupération et un temps total de sommeil qui est allongé, souvent, avec l'activité socio-professionnelle, il y a souvent une privation chronique du sommeil. Donc voilà, vous estimez votre temps habituel de sommeil et votre besoin globalement après la 2e semaine de vacances. Et la régularité, ça Julien a bien insisté dessus, et vraiment les études là maintenant tendent même à montrer que ça serait presque plus la régularité qui a l'impact le plus important en termes de mortalité, en termes d'augmentation de risque cardiovasculaire, en termes de santé mentale, et que les tailles d'effets liées à une mauvaise synchronisation des rythmes, une irrégularité chez les adolescents, le jet lag social dont a parlé Julien, qui est vraiment un fléau, et même plus impactant finalement que cette durée de sommeil dont on a beaucoup parlé, dont il faut continuer de parler puisqu'il y a une promotion qui est faite à la réduction du temps total de sommeil, mais la régularité est un ingrédient tout autant, si ce n'est plus important. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Alors, il y a des questions sur l'utilité d'un enregistrement du sommeil. Vous voulez que je réponde du coup? Oui, Julien. Ouais. Pour Pour moi, là, il y a une. Pour identifier la cause de la somnolence, c'est ça la question, parce qu'en fait, il n'y a pas de, ou alors peut-être pour identifier devant une plainte d'hypersomnolence, est-ce qu'il y a une utilité d'un enregistrement du sommeil? On va la formuler comme ça. Ouais, et bien du coup, moi je pense que c'est en fait le préalable, c'est une enquête clinique pour savoir quelle est la cause de cette hypersomnolence. Si cette hypersomnolence, elle est de façon assez évidente liée à un problème de comportement ou liée, je pense qu'il ne faut pas se jeter sur l'enregistrement du sommeil. Après, se pose la question de l'enregistrement du sommeil pour objectiver cette hypersomnolence et le risque accidentel lié à cette hypersomnolence. À nouveau, je pense que c'est pas systématique et en fait, l'interrogatoire et la clinique est censé donner suffisamment d'éléments aux gens qui vont nous dire que vraiment ils se sont fait très peur sur les 3 dernières semaines, qu'ils ont failli avoir des accidents, etc. On n'a pas besoin d'aller faire une objectivation de leur somnolence pour leur demander, donc leur informer du risque accidentel majoré en lien avec leur somnolence et leur conseiller de consulter sans délai le médecin agréé de la préfecture parce qu'en regard de ce risque majoré. Donc moi j'aurais dit l'enregistrement du sommeil c'est selon la suspicion étiologique, la suspicion de trouble du sommeil, mais pas pour l'hypersomnolence en soi.
Après, il y avait Après, une autre... peut-être une dernière question. Pardon, vas-y, Julien. Oui. Oui, j'étais en train de la lire du coup. Est-ce que le trouble du comportement en sommeil paradoxal peut provoquer une somnolence diurne? Alors moi, c'est un trouble que j'ai pas beaucoup eu en consultation. Il me semble qu'effectivement, les parasomnies peuvent amener de la somnolence diurne la journée, mais c'est pas systématique. Après, je sais pas si tu veux compléter, Pierre-Alexis. Non, non, mais globalement, tout ce qui est parasomnie, tout ce qui va fragmenter le sommeil, effectivement, et notamment la fragmenter ce sommeil paradoxal, plus la parasomnie ou plus le trouble du comportement ici en sommeil paradoxal va être important, impactante et fragmentante le sommeil, et plus le risque de somnolence diurne est important. Voilà. Est-ce que on passe à la session d'après, si vous êtes d'accord? Donc, je vais introduire du coup le professeur Jean-Arthur Micoulo-Franqui, donc un professeur de psychiatrie et de physiologie en médecine du sommeil à Bordeaux. Alors, sur cette deuxième partie, on va passer à l'aspect plus neuropsychopharmacologique, sur l'aspect thérapeutique. Important de rappeler, donc, il y a le soutien de partenaires du projet Idorsia, mais que ce contenu a été fait tout à fait librement et non relu par les partenaires, c'est important de le préciser. Et à nouveau, à la fin de cette intervention qu'on fera à deux voix avec Jean-Arthur pour l'augmentation de l'éveil et la diminution de l'éveil par mois, on sera à votre disposition là aussi pour répondre aux questions que vous avez sur les choses qu'on aura balayées. Donc encore merci beaucoup Jean-Arthur d'intervenir sur l'augmentation de l'éveil. Merci beaucoup. Effectivement, la FEBN, il y a neuropsychopharmacologie et l'idée c'est que si parmi les thérapeutiques en psychiatrie, la pharmacologie est importante, elle n'est pas uniquement la seule thérapeutique et c'est pour ça qu'on a vu avec Julien que tout l'enjeu sur les comportements autour du sommeil sont importants, mais que cette psychopharmacologie est essentielle. Et actuellement, il y a quand même de l'innovation autour de l'axe de l'éveil en psychiatrie et donc on souhaitait vous proposer une présentation en symétrique structurée avec un plan assez similaire. Entre moi, je vais vous présenter comment on peut augmenter l'éveil et Pierre-Alexis, comment on peut diminuer l'éveil. Donc l'éveil est devenu une dimension physiologique d'importance en psychiatrie. Dans les RDoC, c'est d'ailleurs la 5e dimension, l'axe de l'arousal et des régulations circadiennes est une dimension importante à explorer en psychiatrie suivant une approche psychophysiologique. Voilà mes liens d'intérêt, mais qui ne sont pas pour la session actuelle particulièrement. Donc, sur les rappels physiologiques, ce qu'il faut voir, c'est qu'en médecine du sommeil, on met traditionnellement en image une balance entre les systèmes de sommeil qui sont à gauche, le ventrolatéral préoptique, une région de l'hypothalamus, et puis les régions de l'éveil qui contiennent à la fois quelques régions de l'hypothalamus, mais également tout le tronc cérébral, ce qu'on appelait à l'époque la formation réticulaire activatrice ascendante. Donc ce tronc cérébral, il pousse pour éveiller le cerveau et pour permettre de passer les informations au travers du thalamus. Cette balance, elle est importante et maintenant, on a des cibles pharmacologiques sur cette balance et qui pourraient être d'intérêt en psychiatrie. Alors, quand il n'y a pas suffisamment d'éveil ou trop de sommeil, ça peut entraîner de la somnolence. Et donc, on parle d'hypersomnolence quand le tableau clinique associe plusieurs dimensions de plaintes qui sont en lien avec des baisses de niveau d'éveil et ça peut avoir des répercussions cognitives sur le fonctionnement de la vie de tous les jours. Julien vous l'a montré, il y a différentes façons d'évaluer cette somnolence et la somnolence est à l'intersection d'évaluations subjectives avec des questionnaires, d'évaluation comportementale avec notamment de savoir comment dans la conduite automobile ça fonctionne et des évaluations électrophysiologiques pour voir comment le cerveau est quand on est somnolent et tout ça est de l'ordre de l'évaluation de médecine du sommeil de la somnolence. Alors traditionnellement, il est classique d'avoir une approche dimensionnelle de cette somnolence, de ne pas la réduire à une seule dimension. C'est ce que Julien vous a présenté, de voir la somnolence la journée, l'impression avoir une baisse de l'éveil, mais également de s'endormir. En anglais, on différencie la sleepiness et la drowsiness. La drowsiness, c'est d'être un peu dans le coton, comme si on manque d'éveil. Et la sleepiness, c'est je dois lutter contre l'endormissement.
Puis également, la deuxième dimension, la quantité excessive, puis les perturbations du réveil. Chacune de ces dimensions ont des définitions spécifiques et on peut renvoyer à un article qu'on a fait avec Régis Lopez dans Médecine du sommeil, auquel vous pouvez vous référer pour aller explorer toutes ces dimensions. L'intérêt dans cette présentation, c'est de voir que cette approche dimensionnelle peut permettre de proposer des profils de somnolence chez les patients. Et ces profils, ils sont pour le moment l'objet de recherche, mais elles sont cliniquement pertinentes et l'enjeu, ça sera de les valider et ensuite de voir si ces profils peuvent nous conduire à proposer des profils d'intervention pharmacologique, mais également comportementale spécifiques. Donc là, vous voyez un certain nombre de maladies, les maladies classiques de l'hypersomnolence, les maladies rares, hypersomnie idiopathique, narcolepsie de type 1 et 2, maladies rares mais emblématiques parce que permettant de rentrer dans les mécanismes de l'éveil, puisqu'ils sont particulièrement altérés dans ces maladies. Puis après, d'autres maladies, comme le syndrome d'apnée du sommeil, le trouble déficit d'attention, et puis la dépression peut entraîner de la somnolence, et donc on peut avoir des profils différents, et se demander, du coup, sur ces patients avec une dépression, un trouble de l'humeur, et des plaintes de somnolence, ce qu'on pourrait faire. D'autant qu'on sait que c'est un symptôme résiduel des plus fréquents dans le trouble dépressif caractérisé ou le trouble bipolaire, et que ce symptôme résiduel est à risque de rechute ou de récidive du trouble. C'est les travaux de Pierre-Alexis Geoffroy notamment. Donc, ces plaintes de sommeil, notamment la somnolence, on verra tout à l'heure l'insomnie avec l'intervention de Pierre-Alexis, sont fondamentales parce qu'en fait, elles sont résiduelles, elles impactent la qualité de vie du sujet, elles impactent son fonctionnement et en plus, elles font que la maladie va récidiver du fait de la présence de ces symptômes. Et donc, la question, c'est comment une fois qu'on a éliminé les facteurs comportementaux, qu'on a optimiser la régularité des rythmes de sommeil, la quantité de sommeil, qu'on a éliminé toutes les autres pathologies qui pouvaient introduire de la somnolence, comment on pourrait cibler cette dimension-là par la psychopharmacologie? Pour le moment, il n'y a aucun traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché, mais il y a de l'innovation et c'est important quand on est psychiatre, quand on est médecin, en tout cas, d'être au courant des innovations qu'il peut y avoir. Cette innovation se situe dans un champ actuel où il y a un élargissement des autorisations de mise sur le marché pour les traitements éveillants sur une pathologie spécifique qui est la somnolence résiduelle post-syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les patients qui ont des apnées du sommeil peuvent être bien traités pour les apnées du sommeil et maintenir de la somnolence. Un peu comme les patients avec un trouble de l'humeur qui peuvent être bien traités pour leur trouble de l'humeur et malgré tout avoir de la somnolence qui persiste. Sauf que dans le champ des apnées du sommeil, c'est devenu une entité à part entière et pour lequel il y a des recommandations thérapeutiques maintenant. Pour évaluer cette somnolence, dans ces recommandations, on a proposé de faire non pas un arbre décisionnel, mais un blob décisionnel. Alors, pourquoi un blob décisionnel? Parce que le blob décisionnel permet d'explorer de manière parallèle différents facteurs pouvant impliquer de la somnolence. Je vous renvoie à cet article pour que vous puissiez avoir le mode d'exploration de cette somnolence résiduelle. Ça suppose un raisonnement complexe qui implique de pouvoir voir de manière intégrative et dans le blob décisionnel les différents facteurs qui peuvent entraîner de la somnolence. Ce que je veux souligner dans ce blob décisionnel, c'est que la somnolence suppose une évaluation spécifique lors d'une consultation spécifique avec des personnes formées notamment à la médecine du sommeil parce que ça suppose de prendre en charge plusieurs facteurs. Il n'empêche, une fois que toutes ces évaluations ont été menées et qu'on retrouve de la somnolence résiduelle, comme c'est le cas dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, peut se poser la question de comment pouvoir traiter cette plainte de somnolence résiduelle. Il faut revenir donc à la pharmacologie. Et donc là, vous voyez Delay et Deniker, Delay, l'académicien, l'époque où on avait des psychiatres académiciens, mais on en a à nouveau maintenant aussi, et Deniker avec son tablier à droite. Et donc, ils avaient proposé une classification pharmaceutique entre les traitements sédatifs, les traitements stimulants et les traitements psychodécétiques qui peuvent perturber le psychisme. Et donc, ils avaient dedans les traitements noanaleptiques. On n'utilise plus trop cette dichotomie, mais c'est les traitements psychostimulants qui peuvent être utilisés. Et donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des traitements psychostimulants et qu'est-ce qui les différencie des traitements éveillants? En fait, on peut envisager cette distinction parce que ça va être des cibles pharmacologiques différents. Les traitements psychostimulants ont tendance à agir sur la formation réticulaire activatrice ascendante.
Globalement, c'est tout ce qui est noradrénergique, dopaminergique, et ça provoque par contre des activations neurovégétatives sympathiques, puisque c'est des cibles psychopharmacologiques communes, et peuvent provoquer de l'excitation psychomotrice. Le méthylphénidate fait partie de cette classe, le modafinil également. Ça active la formation réticulaire ascendante. Les traitements éveillants pourraient être considérés comme les traitements qui viennent moduler les systèmes d'éveil au niveau de l'hypothalamus. Ils vont avoir moins de signes d'excitation psychomoteur, moins d'activation neurovégétative. Et en fait, vous voyez, dans cet hypothalamus, là, dans une figure qui est extraite d'un livre que nous avons coordonné, Le sommeil et ses pathologies, coordonné avec la Société française de recherche en médecine du sommeil, vous pouvez voir qu'il y a un petit noyau jaune, là, le noyau tubéro-mammillaire, qui est dans l'hypothalamus et qui, en fait, va sécréter de l'histamine pour provoquer une activation des systèmes d'éveil. Il y a aussi à côté le noyau à orexine, qui est un élément fondamental. Quand il est lésé, c'est la narcolepsie qui est en place. Mais actuellement, il n'y a pas de manière facilement accessible des molécules qui peuvent mimer l'orexine pour les patients avec un trouble psychiatrique. Mais sur l'histamine, il peut y avoir des antihistaminiques qui peuvent être proposés. C'est une nouvelle molécule pharmacologique, le pitolisant, donc c'est le laboratoire Bioprojet qui le commercialise. Et cet antihistaminique, en fait, il agit non pas en région postsynaptique, mais en présynaptique, et donc va optimiser la sécrétion d'histamine, puisque vous savez que les antihistaminiques pour l'allergie est sédatif, mais les antihistaminiques en présynaptique, lui, va favoriser la libération d'histamine et va favoriser l'éveil. Ces produits pourraient aussi avoir des effets cognitifs qu'il s'agirait d'évaluer en psychiatrie chez les patients, notamment avec de la somnolence résiduelle. Cette distinction entre traitement psychostimulant et traitement éveillant est intéressante parce qu'il avait été rajouté une 4e classe pharmacologique dans la classification de Delay et Lineker, les nootropes. Cette rajout des nootropes de esprit et aller vers l'esprit avait pour objectif de mettre en avant des molécules qui pourraient favoriser l'éveil sans avoir cet effet sympathique qui peut être gênant. Et donc c'était Georgia qui avait inventé le piracétam. Pour les vieux psychiatres, cette molécule est assez connue, elle est plus utilisée, mais l'enjeu c'est de repenser l'enjeu de la nootropie chez les patients avec un trouble de l'éveil en psychiatrie. Et donc, on voit que dans la classification des classes pharmaceutiques de l'OMS, le mot nootrope apparaît, psychostimulant et autres agents nootropiques. Et donc, ces molécules pourraient être intéressantes. Maintenant, je vous ai dit, il n'y a pas l'AMM pour produire de la somnolence résiduelle post-trouble de l'humeur, bien que cette somnolence résiduelle existe pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais quel niveau de preuve on pourrait penser pour pouvoir avoir un intérêt de ces molécules ? Le premier élément, c'est que les recommandations pour des molécules adjonctives dans la réponse partielle ou la non-réponse aux antidépresseurs dans les troubles de l'humeur placent les traitements éveillants, comme la modafinil, comme seconde ligne potentielle. Et puis les autres psychostimulants et les traitements éveillants type pitolisant n'étaient pas encore dedans, mais sont en 3e ligne. Donc il y a quand même quelque chose qui nous fait dire que quand un patient est résistant aux antidépresseurs, et s'il y a en plus de la somnolence, les traitements éveillants, en tout cas, sont en seconde ligne, et les traitements psychostimulants, sont en seconde ligne dans les recommandations internationales. Dans les méta-analyses aussi, on voit que le traitement par modafinil peut avoir une efficacité sur les dépressions unipolaires et bipolaires. Sur les dépressions résistantes également, avec le modafinil qui ressort significatif. Et donc, on a là quelque chose qui nous fait dire que dans les dépressions résistantes ou dans les dépressions avec des symptômes résiduels, les traitements psychostimulants pourraient être d'intérêt et en plus plutôt bien tolérés puisque il y a très peu de virages maniaques sous ces traitements dans ces contextes-là. Concernant le pitolisant, ce traitement éveillant qui agit sur l'histamine, ce qu'on peut voir, c'est sur les études d'effet, puisque c'est des molécules récentes, les études d'efficacité, la tolérance au niveau psychiatrique est bonne. Et donc, en fait, il n'y a pas de cas d'aggravation de la symptomatologie, voire une légère amélioration de la sémiologie, mais en tout cas, il n'y a pas de cas de mauvaise tolérance au niveau de l'humeur. Et quand on regarde en population générale, dans la prescription en population de médecins tout venant, hors d'essais cliniques, les médecins du sommeil ont tendance à préférer cette molécule quand il y a une comorbidité dépressive. Alors,
l'idée, c'est qu'il y a les traitements pharmacologiques pour pouvoir agir sur l'éveil. On voit que ce propos ici est de favoriser les recherches pour voir comment on pourrait délimiter la somnolence résiduelle dans les troubles de l'humeur, comment on pourrait proposer des prises en charge qui soient comportementales, comme Julien l'a dit, pourquoi pas pharmacologiques, mais sans mettre de côté non plus l'idée qu'un des traitements éveillants les plus disponibles et qui n'est pas chimique, mais qui est ondulatoire, si on veut dire, en tout cas radio, la lumière est très important dans les troubles de l'humeur. Donc, on voit cette étude fameuse dans l'American Journal of Psychiatry où l'adjoncton de luminothérapie dans le trouble des bipolaires peut avoir un impact sur le pourcentage de patients en rémission très important. Vous voyez, entre de la lumière placebo et de la lumière active, très importante. Donc les lampes de luminothérapie peuvent être très utiles, d'autant qu'on peut passer de ces gros dispositifs de lampes de luminothérapie au moment du petit déjeuner à des lampes de luminothérapie plus petites, des luminettes, ça s'appelle, et ces luminettes ont montré une efficacité sur la capacité à mobiliser l'éveil quand on est en déprivation de sommeil. Donc, ce qui nous fait dire qu'actuellement, il y a un enjeu autour de la mobilisation de l'éveil par le comportement, par la pharmacologie et par la lumière, et que cette mobilisation de l'éveil pourrait avoir un effet bénéfique sur la somnolence résiduelle post-traitement d'un trouble de l'humeur. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, et donc j'enchaîne avec cette deuxième partie en miroir de la partie du professeur Niccolò Franchi, pour vous montrer finalement comment diminuer l'éveil lorsque on a justement une pathologie d'être trop éveillé la nuit, c'est-à-dire bien sûr l'insomnie. Donc voici mes conflits d'intérêts, mes liens d'intérêt plus précisément. Et vous avez vu, a été rappelé, donc ça vient résumer un peu finalement ce que à la fois Jean-Arthur et Julien vous ont présenté. On a ce système de bascule qui nous permet d'être soit éveillé, soit endormi, avec des structures qui vont permettre l'éveil, les noyaux centraux monoaminergiques, les noyaux aorexines, et une structure, notamment le VLPO GABAergique, qui va inhiber ces structures d'éveil pour permettre le sommeil. Ce sont des structures profondes, dont vous a parlé Jean-Arthur, qui donc sont inhibées ici au cours du sommeil. Mais cette bascule, elle s'inscrit, comme vous l'a rappelé Julien, et c'est vraiment très très important de le rappeler, dans des rythmes veille-sommeil, dans une chronobiologie, dans des moments favorables pour faire des bascules de sommeil ou d'éveil qui, du coup, sont permises, soit parce que l'horloge interne vous dit qu'il est temps de dormir, soit parce que vous avez une pression de sommeil qui est trop importante. Alors, je vais passer vite puisque l'insomnie, vous savez ce que c'est, mais vous rappelez que maintenant, toutes les classifications internationales de sommeil ou de psychiatrie s'accordent pour parler d'une pathologie des 24 heures qui a des symptômes nocturnes, mais aussi diurnes, qui a un retentissement du fonctionnement diurne, et c'est ce qui fait d'ailleurs une partie du pronostic de la maladie, avec une maladie qui devient chronique. Quand on parle de troubles d'insomnie, on parle d'une maladie qui a lieu au moins 3 nuits par semaine et qui dure depuis au moins 3 mois. Et donc, on va parler par la suite vraiment de cette insomnie chronique, pas de l'insomnie épisodique ou transitoire. Alors, l'insomnie, ici, on a résumé avec Jean-Arthur et Julien, et Clélia et Léa, bien sûr, un modèle de ce qu'on comprend actuellement de l'insomnie. On a ces modèles de Spielman qui a proposé des facteurs prédisposants. Donc, c'est ici en gris, c'est la vulnérabilité qu'on a. Il y a à peu près 40% d'héritabilité dans l'insomnie. Puis des facteurs précipitants qui vont apparaître, qui vont précipiter vers une insomnie souvent aiguë, transitoire, telle que le stress, un traumatisme, un deuil, voilà. Et vont apparaître par la suite des facteurs perpétuants ou pérennisants qui vont maintenir la maladie avec des comportements. Le lieu va devenir
le lit va devenir un lieu de champ de bataille. Il y a des pensées cognitives avec un hyper-éveil qui va être associé. Si je ne dors pas 4 heures, 4h30, je serai fatigué le lendemain et ces pensées vont tourner en tête, vont maintenir éveillé. Bref, il y a tout un tas de cognitions et de comportements qui vont faire entrer finalement cette maladie dans une pathologie chronique et invalidante. On a donc ici est résumé, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, ce modèle-là, mais je vous invite à lire cette revue qui a été publiée dans la revue du praticien tout récemment. Et ces 3P vont conduire finalement à l'activation du système nerveux central sympathique. Maintenant, un système d'éveil, on parle d'hyperarousal dans la littérature internationale, donc d'hyper-éveil, et une instabilité de ce système de bascule qui sera en faveur, comme vous l'avez compris, d'un éveil. Donc soit des processus de sommeil qui sont trop faibles, soit des processus d'éveil qui sont trop forts. Alors ici est résumé ce que je viens de vous dire là de manière plus simple. Donc, vous avez les facteurs prédisposants, donc votre vulnérabilité intrinsèque, des facteurs de stress aigu, des facteurs pérennisants ou perpétuants, avec, on le comprend maintenant sur le plan neurobiologique, 2 grands types d'anomalies, une hyperactivation des systèmes favorisant l'éveil et une instabilité en plus du système flip-flop, ce système de bascule dont on vous parle depuis tout à l'heure. Et je compléterai ce schéma tout à l'heure avec les nouvelles molécules dont nous disposons maintenant. Alors, en pratique, en France, dans le trouble insomnie, ici, je vous ai résumé finalement les hypnotiques qu'on va utiliser et qui vont favoriser le sommeil en inhibant finalement les systèmes d'éveil. C'est essentiellement des agents GABAergiques qui donc vont agir sur ce VLPO, ce noyau ventrolatéral préoptique dont je vous ai parlé. Il y a la mélatonine qui est un peu à part et dont je vais vous reparler puisque c'est avec le daridorexant les 2 nouvelles molécules qui ont intégré les recommandations européennes de l'an dernier et qui sont les molécules les plus récentes. Il y a d'autres hypnotiques qui vont là inhiber plutôt les mécanismes d'éveil directement, sans passer par l'action GABAergique des systèmes de sommeil, donc vraiment s'adresser directement au système d'éveil. Il y a tout ce qui va jouer sur la sérotonine, sur la dopamine, sur l'histamine dont on vous a déjà parlé. Et puis, il y a les nouveaux traitements qui apparaissent qui vont cibler l'orexine, qui est donc une neurohormone qui permet l'éveil. Alors, là encore, on vous a présenté dans la première partie les recommandations sur la somnolence diurne excessive résiduelle. Là, je vais vous présenter les recommandations européennes sur l'insomnie parce que ce qu'on veut aussi traduire aujourd'hui, c'est inscrire cette neuropsychopharmacologie dans des conseils avec des niveaux de preuve scientifiques pour la pratique clinique. Donc là, je passe vite sur ça, je n'ai pas le temps, mais je vous invite vraiment à lire ces recommandations européennes qui sont disponibles en ligne et qui ont été publiées. Globalement, ces recommandations européennes insistent sur le fait de vérifier que ces perturbations, elles sont cliniquement significatives et de vérifier les rythmes circadiens. Donc, on a, pourquoi? Parce que certains patients vont avoir une plainte d'endormissement et donc cette plainte d'endormissement peut aussi être liée à une pathologie de l'horloge, c'est-à-dire avec une horloge qui est décalée. Les patients vont se plaindre de ne pas dormir, d'avoir des difficultés d'endormissement qui n'est pas lié à de l'hyperarousal, qui n'est pas lié à de l'hyperéveil, mais qui est lié à une horloge qui est décalée. La question qui vient juste après, c'est est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent favoriser cet hyper-éveil, des traitements par exemple psychostimulants ou des comorbidités médicales associées. Alors, j'en viens directement aux recommandations médicamenteuses. Premièrement, rappelez que le traitement de première ligne, qui est très largement sous-prescrit, sous-référé, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie.
Je passe un peu de temps dessus parce que on entend dire qu'il y a peu d'accès, il y a peu de TCCI, etc. C'est faux, hein. Dans les grandes villes comme Paris, comme Bordeaux aussi, où Julien et Jean-Arthur sont, enfin, en France, globalement, dans les grandes villes, il y a des thérapeutes en ville, des psychologues, des psychiatres, des centres de sommeil qui proposent des groupes de TCCI, où il y a des places. Enfin, donc, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que moins de 10% des patients sont adressés à la TCCI pour un trouble d'insomnie, alors que 70 à 80% d'entre eux ressentent des bénéfices de la TCCI sur leur sommeil. 50% ont une réponse, et ceux qui ont une rémission complète, c'est 30%. Donc vous voyez quand même 70 à 80% qui ont des avantages de la TCCI, ne pas les adresser vers la TCCI. En plus, maintenant, il y a un certain nombre de solutions aussi numériques en place. C'est vraiment dommage. Donc, c'est vraiment le traitement de première ligne. Les traitements médicamenteux en cas soit d'inefficacité ou d'efficacité partielle de la TCCI ou de non-accessibilité de la TCCI, mais là encore une fois, vous voyez, je nuance beaucoup ce truc-là. Par facilité, des fois, on a tendance à prescrire des médicaments. Eh bien là, les médicaments ont leur place. Et dans les traitements de première ligne, il y a les benzos et les antidépresseurs sédatifs. Les antidépresseurs sédatifs qui sont très, très utilisés, sachez que c'est vraiment hors AMM. Donc voilà, c'est au cas par cas et plutôt chez les patients déprimés. Les benzos, c'est vraiment beaucoup plus pour le court terme parce qu'il y a des phénomènes de pharmacotolérance qui peuvent apparaître. Il y a 2 traitements qui ont intégré ces recours européennes. Le daridorexant en France, qui est donc qui fait partie de cette classe de médicaments qu'on appelle les antagonistes des récepteurs de l'orexine, qui a un niveau de preuve très élevé, de rang A, jusqu'à 3 mois et qui peut être discuté au-delà de 3 mois au cas par cas. Et la mélatonine à libération prolongée, donc là, on a un niveau de preuve élevé, rang B, jusqu'à 3 mois et qui peut aussi être prolongé au cas par cas. Et l'AMM est pour les patients de plus de 55 ans. Si c'est moins de 55 ans, c'est possible, mais c'est du hors AMM et ça doit donc être précisé, expliqué aux patients. Ces 2 molécules, je vais en parler un petit peu plus. Les autres molécules ne sont pas recommandées, hein. Les antihistaminiques ne sont pas recommandés, rang de preuve très élevé, risque, pas assez de preuves. Les antipsychotiques, et notamment la quétiapine, qui est très utilisée aussi, rang A très élevé pour dire que ça n'est pas recommandé. La mélatonine à libération immédiate n'est pas recommandée dans l'insomnie, c'est utile pour les troubles des rythmes circadiens, mais pas pour l'insomnie. Et les plantes phytothérapeutiques, là aussi, niveau de preuve très élevé, preuve insuffisante. Alors, les DORA, c'est double antagonistes des récepteurs à l'orexine. Ce qu'on croit comprendre de leur effet, c'est que globalement, dans l'insomnie, ce qui n'est pas clair, c'est cause ou conséquence, c'est-à-dire est-ce que sur l'orexine, est-ce qu'on a une suractivation de l'orexine ou une sursécrétion des axes orexine liée au fait d'être éveillé la nuit? Quand vous êtes éveillé, vous sécrétez plus d'orexine. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une activité de cet axe orexinergique trop importante qu'on a une pathologie insomniaque? C'est peut-être vrai hein, dans certains cas, dans certains sous-groupes de patients, mais tout ça, cette littérature, il n'y a pas tant d'études que ça et ce n'est pas très clair. En tout cas, l'idée, c'est que ces orexines qui apparaissent davantage avec des taux qui sont plus importants la nuit lorsqu'on est éveillé, eh bien, on va inhiber ces systèmes, du coup, avec l'idée de diminuer l'hyper-éveil, d'avoir un éveil qui est moins fort et de rétablir à la fois ce système de bascule flip-flop, mais aussi du coup de diminuer l'hyperarousal, l'hyper-éveil qui serait associé à l'insomnie. Cet hyper-éveil, on le comprend soit comme étant lié au processus de sommeil intrinsèque dont on vous parle depuis tout à l'heure, mais aussi possiblement comme lié aussi à un système de stress ou un système de réactivité émotionnelle qui serait emballé. Donc les données, je passe brièvement, mais sachez qu'il y a des effets doses. Globalement, les prescriptions maintenant sont à 50 mg d'emblée, puisque c'est là où on observe les effets les plus importants sur le temps d'éveil nocturne, mais aussi sur la latence d'endormissement, le temps total subjectif, et aussi sur la perception de cette somnolence diurne qui est associée chez les patients qui souffrent de troubles insomniques.
Il y a une étude à 1 an, ce qui a justifié dans les recos européennes qu'on puisse prolonger cette prescription, qui montre que vous avez un maintien, donc en rouge c'est le 50 mg, en vert pardon, c'est 25 mg. Il y a un maintien de ces effets à 1 an et sans rebond, sans augmentation des symptômes lorsque vous arrêtez le traitement. Globalement, c'est un traitement qui est plutôt bien toléré, et il n'y a pas de signe de narcolepsie ou de narcolepsie-like qu'on pourrait attendre en inhibant ce système orexine. En tout cas, ça n'est pas observé chez les patients. Il n'y a pas non plus de symptômes de sevrage à l'arrêt et pas de rebond. Ça, c'est aussi important parce que c'est des choses qu'on peut voir avec les benzodiazépines. Il y avait une question, là je passe vite, mais il y avait une question qu'on avait pu avoir sur le risque suicidaire. On a posé cette question avec Jean-Arthur Micolo Franchi et Francesco Salvo. Et globalement, on n'a pas obtenu de cas inattendus d'augmentation de risque. Un certain nombre des patients, comme avec les autres Z-drugs, zolpidem, zopiclone, il y avait une augmentation d'à peu près 2 fois le risque de présenter des idées suicidaires qui, lorsque la molécule était retirée, s'associait à une diminution des idées suicidaires. Donc, un petit risque qui existe, comparable aux Z-drugs. La mélatonine, très rapidement, ça agit, le schéma est complexe, mais globalement, c'est assez simple. Concentrez-vous sur le noir. Le rouge, c'est quelqu'un qui est en retard de phase, agit à l'inverse de la lumière. La lumière, vous la mettez le soir, ça recule les rythmes. La lumière, le matin, ça va avancer les rythmes. La mélatonine, c'est l'inverse. La mélatonine, le soir, va avancer les rythmes. La mélatonine, le matin, va retarder les rythmes. Donc, il y a un effet timing et il y a un autre effet qui est un effet soporifique. Donc ça, c'est vous donnez de la mélatonine, la température centrale va diminuer. Et on sait, et c'est ce que je vous montre là, on sait que la diminution de la température centrale va être associée à de la somnolence. C'est pareil avec la mélatonine LP ou LI. Donc globalement, 2 effets. Quand vous le donnez, il y a un effet timing. Vous avancez la phase le soir, vous la retardez le matin et un effet soporifique et la diminution de la température. Là aussi, je passe très vite et j'arrive à mes dernières slides de la présentation pour vous dire que la mélatonine, il y a une grosse méta-analyse qu'on a fait avec Julia Marouani et Patrice Bourgeon et son équipe qui montre que c'est efficace avec des tailles d'effet modérés ou légers sur l'efficacité de sommeil et la latence d'endormissement et que chez les sujets de 55 ans, ces tailles d'effet deviennent élevées et modérées sur les paramètres objectifs d'efficacité de sommeil et latence d'endormissement. Là, le comparatif de ces différentes molécules, vous voyez que sur la latence d'endormissement, globalement, les DORA et la mélatonine apparaissent les plus efficaces. Sur le temps d'éveil nocturne, là, c'est plutôt les DORA, les anticonvulsivants et les Z-drugs. Et en termes de tolérance, la mélatonine est ce qui est le mieux toléré, puis les DORA et enfin les Z-drugs. Donc en conclusion, vous avez vu qu'il faut vraiment toujours rechercher le trouble insomnie lorsqu'il est présent, éliminer les diagnostics différentiels. Lorsqu'il y a des comorbidités psychiatriques, le plus souvent traiter les 2 en même temps. Bien rappeler que la TCCI, c'est le traitement de première ligne et que les médicaments ont une place s'il y a un manque d'efficacité de la TCCI. Les 2 nouvelles molécules dont je vous ai parlé, au-delà de ce qui était déjà disponible et qui augmentent notre arsenal thérapeutique pour cette maladie sont les antagonistes des récepteurs orexine avec un niveau de preuve très élevé et la mélatonine LP chez le sujet de plus de 55 ans avec un niveau de preuve élevé. Et souligner, là aussi, c'était une nouveauté de ces recommandations, et je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a une nouvelle place des chronothérapeutiques, vraiment dans cette idée, comme Julien vous l'a très bien rappelé, de l'importance de l'entraînement des rythmes et de la régularité des rythmes. La luminothérapie intègre ces recommandations avec un niveau de preuve élevé. La mélatonine, on en a déjà parlé, et l'exercice physique également, surtout l'exercice physique matinal, qui va augmenter la température centrale, intègre aussi ces recommandations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi, je vous ai présenté certains travaux qui sont issus de l'équipe de Bichat, du Centre Chronos et de Neurodhydro. Merci beaucoup Pierre-Alexis, puisqu'effectivement c'est important de tout ce qu'on a présenté, dire qu'il y a une communauté du sommeil en psychiatrie ou de la psychiatrie dans le monde du sommeil, dans les 2 sens, qui est importante à structurer, qui existe depuis la naissance de la médecine du sommeil et il faut poursuivre la possibilité qu'il y ait des centres du sommeil comme Chronos à Bordeaux avec Psysom. On essaye aussi de structurer des filières de soins autour du sommeil chez les patients en psychiatrie. Donc cette présentation aussi pour encourager le fait que le sommeil soit une dimension et de prise en charge, une dimension d'évaluation et de prise en charge spécifique dans nos institutions psychiatriques.
Euh, donc, est-ce que... alors, on fait qu'une question peut-être. Comment fait-on de la lumière placebo? Quelle différence avec la vraie lumière? Alors, c'est une très bonne question. Alors, comme toujours dans ces techniques non médicamenteuses, en vrai, on dit toujours ça pour les techniques non médicamenteuses, mais en fait, le médicament, vous savez, le médicament placebo, pour beaucoup, on sait quand on a pris le placebo, quand on n'a pas pris le placebo, hein. Les effets sont souvent assez forts sur une molécule, surtout si une molécule, elle va sédater ou, je dis n'importe quoi. Enfin, il y a plein de molécules. Là, en psychiatrie, on a la kétamine en ce moment. Si vous prenez la kétamine ou si vous prenez le placebo, globalement, vous le savez, hein, vous le sentez. Alors, on essaie toujours de faire le moins mal. C'est ça, globalement, qu'il faut avoir en tête. La luminothérapie placebo, c'est soit un spectre lumineux d'une autre couleur, la lumière rouge. C'est de plus en plus abandonné de cette stratégie parce que les gens sont plutôt maintenant bien informés sur l'intérêt de la lumière pour la santé. Et savent que la lumière rouge, globalement, c'est ce qui n'est pas forcément actif. Et donc, ce qu'on va faire, c'est une lumière qui est peu intense, qui est inférieure à 10 lux. Et quand on est inférieur à 10 lux, donc c'est l'intensité lumineuse, globalement, on a peu d'activation des systèmes dits mélanopsynergiques. Donc, c'est des systèmes non visuels qui vont réguler les émotions, si on cherche les effets antidépresseurs ou au niveau de l'horloge. Et en dessous de 10 lux, on considère que c'est une lumière inactive. Donc, le patient perçoit de la lumière, pense qu'il a un dispositif actif, mais cette lumière, en réalité, n'est pas suffisante pour activer l'horloge et les systèmes de régulation des émotions. Et une deuxième question. Alors, Monsieur Arnaud Nkamwa, vous avez déjà posé une question sur troubles du comportement et sommeil paradoxal, donc c'est une thématique clinique qui vous intéresse. Et deuxième question, quel traitement contre la somnolence diurne due au TCSP? Eh bien, nous allons nous renseigner de pourquoi la somnolence est si présente dans le TCSP. En tout cas, la somnolence est présente dans le syndrome parkinsonien et dans la maladie de Parkinson. Et donc, si vous avez une somnolence avec un TCSP, je pense qu'il faut s'assurer qu'une évaluation neurologique a été faite et s'assurer que ce n'est pas une maladie, une synucléopathie, en particulier une maladie de Parkinson, hein. Ouais, c'est ça que j'avais envie de répondre. En fait, il y a de fortes chances que ça soit une synucléopathie type Parkinson ou démence à corde de Lévy. Les démences à corde de Lévy sont très somnolentes en journée. Vérifiez évidemment toutes les comorbidités habituelles parce ils arrivent souvent à un certain âge où ils ont un risque d'apnée additionnel. Donc, vous avez le droit d'avoir un œil de verre et une jambe de bois. Et sur la démence à corde de Lévy, on a fait un case report, nous, et on tend à l'utiliser de plus en plus. On aimerait bien faire des essais sur ça, mais bon, il faut qu'on fasse ça avec les neurologues et je ne sais pas si on ira. Mais de luminothérapie le matin, parce que dans ces synucléopathies, il y a une explosion des rythmes, avec vraiment des patients qui vont avoir des inversions du rythme nictéméral, qui vont se réveiller la nuit, vont aller dans le frigo, vont faire tout un tas de choses, vont avoir des comportements, vont dormir le jour. Et donc, il y a un double intérêt. Il y a l'étude que vous a montré Jean-Arthur, où effectivement la lumière augmente la vigilance. Mais en plus, d'entraîner les rythmes et de resynchroniser les rythmes chez ces patients qui ont des rythmes complètement explosés. Et ça avait été assez stupéfiant, hein, nous, chez ce patient-là. Enfin, en tout cas, la femme nous avait dit voilà, qu'à nouveau, il avait d'abord resynchronisé son horloge, il dormait la nuit, il était éveillé le jour, ce qui, chez ces patients-là, est franchement très confortable pour l'entourage qui est très mis à mal. Et en plus, en journée, il pouvait faire des choses, il pouvait regarder la télé, il pouvait sortir, se balader, etc. Il était moins somnolent. Donc, la luminothérapie, en tout cas, voilà, il y a pas parce que souvent, en plus, c'est des patients qui ont une tolérance pharmacologique qui est souvent pas très bonne. Ça peut être une idée. Et après, je crois que pour les autres traitements éveillants, après Jean-Arthur et Julien, vous savez peut-être mieux que moi, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'études, hein. Non, il n'y a pas. Dernière question. Quelle est la cible du blob décisionnel de l'hypersomnolence? Les patients atteints de maladies mentales ou autant? La cible du blob décisionnel était d'appliquer une nouvelle manière de proposer des recommandations à travers une méthode qui ne soit pas hiérarchisée comme un arbre, mais c'était pour les patients avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil pour lequel de la somnolence résiduelle persistait, puisque le traitement par pitolisant à l'AMM à la fois dans la narcolepsie sous l'appellation de WAKIX et à la fois dans la somnolence résiduelle post-PPC sous
l'appellation DOSAWAD. Donc en fait, pour le moment, il n'y a pas d'AMM pour les patients avec une hypersomnolence résiduelle post-traitement d'un trouble de l'humeur. Par contre, il y a un enjeu clinique et de recherche à pouvoir trouver de l'innovation thérapeutique pour ces patients, à la fois par les comportements, la régularité, à la fois par la lumière et avec la psychopharmacologie actuelle. Et donc, on ne va pas se priver l'idée de rechercher, grâce à ces nouvelles cibles pharmacologiques, des possibilités d'aider le patient sur leur axe de l'éveil. Donc, un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé si nombreux. On voit que le sommeil est important et donc la section SOPSI de la FPBN peut vous accueillir au sein de la FPBN et la FPBN dans son ensemble pour pouvoir continuer les travaux sur ces thématiques. Et donc, on vous remercie d'avoir participé et on vous invite à participer au prochain webinaire de la FPBN le jeudi 4 juillet sur l'imagerie cérébrale en psychiatrie par la section FIND de la FPBN. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci.